J'accueille maintenant la table ronde sur la thématique de formation de recrutement. C'est une table ronde qui va tout particulièrement intéresser les étudiants qui veulent savoir s'ils ont encore la possibilité de prolonger leurs études, quoi faire, que faire pour avoir la bonne formation et pour avoir le bon système de recrutement, pour avoir leur dream job. Le métier dont on parle aujourd'hui, c'est principalement data scientist, mais il y a beaucoup de métiers connexes, donc j'invite les différents participants de cette table ronde à venir me rejoindre. Bonjour, merci beaucoup. On va commencer tout de suite. Alors, je vais vous demander chacun de vous présenter, de rappeler la formation ou le nom de l'école que vous représentez, mais surtout dans ces écoles-là, les formations qui ont un rapport avec les métiers qui nous intéressent aujourd'hui, qui sont des métiers d'ordre quantitatif. Christophe Burgot, donc je suis architecte autour des technologies Big Data et je suis chez IBM. Romain Eberhardt, donc je suis le directeur des études de l'ENSAE Paris Tech. Et nous avons ouvert cette année une spécialisation de 3e année qui s'appelle Data Science. Nous avons également un master spécialisé dans lequel les élèves peuvent suivre cette formation de 3e année Data Science. Bonjour, ça marche. Bonjour, donc moi je suis Stéphane Clémençon, je suis professeur à Télécom Paris Tech et je m'occupe d'un master spécialisé donc, dédié au Big Data, à une certification en Data Science et d'une manière générale de la voie apprentissage et fouille de données à l'école, dans le cycle ingénieur. Richard Eudes, je représente SAS en qualité d'expert analytique donc chez SAS, éditeur de logiciels, et intervenant également dans quelques universités et écoles françaises. Bonjour, donc je suis Pascal Chevalier, donc je suis directeur de l'ENSAI, donc qui est l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information. Donc, qui forment des ingénieurs donc diplômés de l'ENSAI qui ont la particularité d'avoir la double compétence informatique et statistique, donc qui correspond un petit peu à ce qu'on cherche en termes de data scientist. Donc nous on considère que la formation qui est proposée à l'ENSAI correspond à cette formation-là. Et par ailleurs, donc on est en train de monter donc un master international sur cette thématique du big data à l'ENSAI. Alors, je vais rebondir sur la formation qu'on a montée cette année. Alors, je précise que nous, on a décidé de l'appeler Data Science et pas Big Data, parce que déjà, il y a beaucoup de choses à faire autour des données, sans que les données soient nécessairement massives. Et dans nos formations, et je pense que c'est la même chose autour de cette table ronde, on a l'habitude déjà des gros volumes de données. Et donc, quand on parle de Big Data, c'est un champ assez restreint des Data Science. Pour autant qu'on cherche à traiter dans notre formation, mais on insiste sur le fait qu'il n'y a pas que le Big Data dans nos formations Data Science. Je peux évoquer le point de vue en tout cas qu'on développe à Télécom Paris Tech. L'enseignement est étroitement relié à la recherche qu'on y mène, qui elle-même est financée quasiment exclusivement via des contrats bilatéraux ou des projets, souvent en collaboration industrielle. Donc on peut dire qu'en tout cas on a vu venir le besoin en expertise dans le domaine du traitement des données, de la gestion, du stockage distribué, etc. Donc les groupes avec lesquels Télécom a l'habitude de travailler sont des groupes souvent liés aux télécoms, à la défense, à la sécurité. Donc, Orange, bien évidemment, mais Thales, Safran, etc. Mais tout un tas de startups. Il y a aussi un incubateur à Télécom Paris Tech. Et souvent, ces startups ont éclos dans le domaine des technologies de l'information. Et le data scientist, d'une certaine manière, type, c'est souvent l'entrepreneur qui a à la fois des compétences dans le domaine de l'acquisition, de la gestion des données, mais aussi qui a une idée, qui a des compétences pour l'analyse et qui a une vision des usages et du business model qui va derrière. Qui a aussi des notions de droit liées à la propriété des données personnelles. C'est sur cette expérience-là de recherche collaborative avec le monde de l'entreprise qu'on a conçu le programme de master spécialisé. Donc, comme le disait mon collègue, je sais plus, de l'ENSAI,
Effectivement, il faut articuler de l'informatique et des mathématiques appliquées, notamment du machine learning, des statistiques, de la modélisation, de l'optimisation, mais également des connaissances liées à l'économie, l'économie de l'Internet en particulier, mais tout un tas d'usages qui peuvent créer de la valeur, et du droit. Donc en plus des quelques 500 heures théoriques de cours qui sont proposés dans cette formation, en parallèle, il y a tout un tas de projets tutorés par les industriels qui permettent d'explorer ces diverses facettes du métier de data scientist. Est-ce que vous avez eu l'occasion de présenter le nombre d'étudiants qu'il y a dans les formations quantitatives de chacun de vos formations? Non, on ne l'a pas fait, mais on va le faire tout de suite. Alors, on est à peu près... Télécom Paris Tech, ce n'est pas une école qui a des ressources considérables en termes de salles de cours, etc. Donc, le maximum que peut supporter l'école, c'est 30 étudiants en master spécialisé. Et c'est pour ça qu'on va proposer au printemps prochain une certification où beaucoup moins de présentiel est requis, en gros 2 jours par semaine, qui va être une formation qui va pouvoir être suivie par des gens en situation d'emploi qui ont simplement besoin de monter en compétences dans le domaine de l'analyse de données, du traitement des données. Et l'essentiel de la formation pourra se faire via une plateforme d'e-learning. Et donc là, on va prendre 30 élèves au printemps prochain, mais a priori, la structure d'enseignement fait qu'on pourra en prendre bien davantage dans les années à venir. Je prends la parole, oui. Donc, pour moi, dans le cadre de ma mission chez IBM, je suis intervenu en tant qu'expert lors d'une session de 3 jours à HEC, au MBA stratégie d'HEC. Alors, ce n'est pas tout à fait la même vocation que ce que font mes collègues universitaires qui enseignent plus à des futurs ingénieurs et donc à des futurs scientifiques. L'idée qui a été proposée, c'est de présenter à des futurs managers plutôt économistes de formation les bouleversements que peuvent apporter en fait les technologies peuvent apporter les technologies du big data. À savoir, comme je l'ai dit dans la précédente intervention, il y a des impacts énormes sur l'organisation. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre en compte un certain nombre de modifications liées au fait qu'on va stocker des données et que ces données vont pouvoir nous donner des informations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé au départ, et qu'il faut que tous les business models qui vont être déduits du fait de stocker ces données au plus fin sont des business models à venir qui ne sont pas forcément existants aujourd'hui, et que si on considère une plateforme Big Data comme une plateforme exploratoire, il faut être conscient qu'on va trouver des choses auxquelles on ne s'est pas du tout préparé. Et donc il faut qu'il y ait une prise de conscience au plus haut niveau des entreprises. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cette intervention chez HEC a été montée. C'est un pilote pour l'instant. C'est un pilote qui concernait donc le MBA stratégie. Donc c'est en termes quantitatifs, pour répondre à la question, c'était 53 étudiants de toutes les nationalités représentées. Il y avait, je crois, 4 Français de nationalité dans ce MBA. Voilà. Côté NCE Paris Tech, nous diplômons à peu près 150 ingénieurs par an. La filière Data Science, donc cette année, les inscriptions ne sont pas définitives parce que les élèves ont un peu de temps pour choisir, mais on est à peu près, on a dépassé les 50 élèves, donc on dépasse un tiers de la promotion qui aura une spécialité de Data Science à la fin de l'année scolaire. Côté SAS, en fait, la culture académique fait partie de l'ADN de la société, puisque notre fondateur, Jim Goodnight, un ancien universitaire qui a créé sa start-up à l'époque, SAS a pas trop mal réussi son coup, et en fait tient cet engagement sociétal, de former de jeunes étudiants
à SAS, aux sciences de manière plus générique, le STEM américain, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Et en fait, ça fait vraiment partie d'une politique culturelle. Sur le territoire américain, bien évidemment, pénurie de profils scientifiques déjà, mais on peut faire ce même constat aussi en France, dans la raréfaction de la France. Et nous, en fait, le business de ça, c'est la data science, quelque part chez nous, rien de nouveau sous le soleil, traiter de la donnée et l'exploiter à travers la statistique, le machine learning, la recherche opérationnelle, différentes approches scientifiques, ça fait partie de l'ADN de la société. Donc c'est la raison pour laquelle nous intervenons dans différents cursus universitaires comme école, avec différents points de vue, soit sur des fondamentaux ça, soit sur des solutions, en fait, des verticaux métiers plus avancés. Et dans tous les cas de figure, en fait, on est confronté aux questions étudiants face à ce buzz big data qui émerge, mais j'aimerais prendre ce vent, en fait, dans tous les cas de figure. L'illustration que vous pouvez avoir, c'est la révolution qui arrive à travers les métiers et les futurs candidats à ces métiers, qui est toute simple. Rien ne pourra plus être comme avant, en fait. Je dois manager, ce qui est le cas à HEC, par la donnée. Je dois anticiper par la donnée et donc exploiter toute cette information. Donc, le pouvoir est aux jeunes. Alors, concernant l'ENSAI, donc c'est à peu près une centaine d'étudiants qui sont formés chaque année, qui sortent en tant qu'ingénieurs, avec une philosophie de l'école qui est donc de former des data scientists, donc des gens qui vont être capables à la fois de collecter l'information, de la mettre en forme. Donc ça va faire appel à des techniques sur les enquêtes, des techniques sur la mise en forme de données, des cours d'informatique pour la mise en forme des données. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient capables, donc au-delà de collecter l'information, c'est aller plus loin, c'est-à-dire concevoir des systèmes d'information. Donc là aussi, on voit bien que ça fait appel à des compétences informatiques, à la conception d'applications, au transfert de données, à la gestion de bases de données. Donc tout un tas de concepts et de compétences informatiques. C'est évidemment, bien sûr aussi, pour un data scientist, évidemment traiter et analyser les données. Donc là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de donner aux ingénieurs à la fois les outils scientifiques, donc qui passent par des mathématiques, mais également savoir mettre en application ces techniques sur des données. C'est le fondement du métier, c'est savoir traiter les données. Et puis après, évidemment, au-delà du traitement des données, la question, ça va être de restituer ces données. Donc ça, sont des aspects importants aussi dans le métier d'ingénieur. Et puis évidemment, comprendre les enjeux. Donc la philosophie, c'est bien celle-là. On essaie de donner à nos étudiants des compétences à la fois en informatique et en statistique, avec une approche métier qui est importante, qui est fondamentale pour une école d'ingénieurs, et donc des enseignements professionnalisants au cours du cursus, intervention de beaucoup de professionnels, d'entreprises, qui vont permettre d'apporter aux étudiants les problématiques un peu plus professionnelles et leur donner les compétences métiers. Donc en gros, c'est vraiment les grandes compétences qu'on souhaite leur donner, c'est informatique, c'est statistique, et puis c'est compétences métiers, avec des filières de spécialisation, notamment en troisième année, qui essayent de balayer très large, qui vont de la gestion des risques en passant par le marketing jusqu'à une filière qui est la filière statistique et ingénierie des données, qui elle va être plus orientée justement sur les techniques informatiques du big data et tout ce qui est parallélisation de serveurs, gestion de mémoire, etc. Voilà, donc des filières de spécialisation qui vont en troisième année balayer relativement large. Sachant que dans l'esprit, le big data, ça amène un certain nombre de nouvelles thématiques, de nouvelles problématiques, mais ce n'est pas un nouveau métier en tant que tel. On voit bien que le big data, c'est des données plus rapidement transmises, des données en grande volumétrie, des données sous différentes formes, des photos, des images, etc. Donc ces thématiques-là, ça génère des problématiques au niveau statistique, au niveau informatique, sur lesquels les chercheurs se penchent, sur lesquels il y a des solutions qui sont amenées, il y a des recherches qui sont faites et qui forcément conduisent à des nouvelles méthodes qui, elles, vont être enseignées au fur et à mesure et intégrées dans le cursus de l'ENSAI.
Donc pour nous, ce phénomène de big data apporte des éléments nouveaux, des méthodologies nouvelles, et l'objectif, c'est bien de les intégrer au fur et à mesure dans le cursus, sans considérer que c'est un nouveau métier. En fait, on considère que c'est un métier qui s'adapte, qui aujourd'hui est porté, hein, c'est le métier de data scientist, et il faut profiter évidemment de l'opportunité pour former les étudiants à ces compétences qui correspondent à un réel besoin du marché. Alors, le métier de data scientist, c'est éventuellement, selon le point de vue, un nouveau métier ou pas un nouveau métier. La véritable nouveauté pour vous, c'est qu'il y a des nouvelles façons d'enseigner. Il y a probablement des matières qu'on n'enseignait pas avant à des gens qui avaient un profil d'ingénieur que désormais on enseigne. Inversement, il y a peut-être des nouveaux métiers qui ne sont pas vraiment à l'origine faits pour ingénieurs, mais que vous proposez aussi à des personnes qui ont des carrières d'ingénieurs. J'ai entendu parler tout à l'heure de la part de Stéphane Clémençon la possibilité d'enseigner avec peu d'heures de présence dans les salles de cours et la thématique des MOOC, des Massive Online Open Courses, donc la possibilité de se former entre guillemets sans aller à l'école physiquement. Il y a la thématique aussi de l'apprentissage par l'alternance ou par le projet de type professionnel, c'est-à-dire des élèves qui, le temps de leur formation, vont répondre à un enjeu de client et étudier une base de données réelle et pas juste dans le cadre d'un travail académique. Et il y a aussi la possibilité de créer des incubateurs et de donner la possibilité aux étudiants dans des laboratoires de la data de créer leur propre start-up, de créer leur propre objet autour de la data. Donc autour de toutes ces nouvelles façons d'enseigner ces nouveaux métiers, aujourd'hui, comment ça se segmente dans vos formations actuelles ? Il y a juste un point, l'utilisation de données réelles dans les enseignements ne date pas d'hier, hein. Ça fait déjà des années et des années que les applications sont faites sur données réelles. En tout cas, à l'ENSAI, j'imagine qu'à l'ENSAI aussi. Et donc, on n'a pas attendu l'apprentissage ou des systèmes d'alternance pour travailler sur des données d'entreprise. C'était moins sur le côté réel des données que sur la possibilité de faire ça de manière vendue, c'est-à-dire que de proposer à des étudiants d'avoir déjà une démarche ou commerciale ou professionnelle dans le cadre de leur cursus, même si les données sont réelles, parfois elles datent ou parfois la valeur ajoutée n'est pas avérée, et d'avoir vraiment une démarche d'interaction avec les acheteurs de la data. En tout cas, c'est ce qu'on propose par exemple dans la formation des ingénieurs du corps. Donc ils ont 6 semaines pour généralement produire un site qui pourrait être quelque chose de commercialisable. Donc, je viens de terminer la dernière session par exemple. Et donc les ingénieurs du corps ont développé un site qui s'appelle prodbox.co qui vise à prédire le succès commercial d'un film. Alors, il y a plein de façons de prédire le succès. Le succès, c'est soit le succès de la critique, soit le nombre d'entrées, soit box-office, etc. Donc c'est typiquement un projet qui leur permet de... Ils ont crawlé donc, Wikipédia, IMDb, Allociné, etc. Ils ont mis en place donc, un système pour gérer ces données. Ils se sont occupés de l'analyse sémantique parce qu'il faut travailler sur des données qui sont du texte, par exemple le synopsis d'un film. Il y a tout un tas de pré-traitement des données qui était requis dans ce projet-là. Et puis il y avait quelque chose de prédictif. Donc aussi l'analyse du graphe, disons, de la base de données des films ou des acteurs. Et voilà, en 6 semaines, via un projet, on arrive à toucher énormément de facettes du problème. Et c'est ce qu'on essaye de promouvoir dans l'enseignement. Donc l'avantage de collaborer au niveau de la recherche avec des entreprises, c'est qu'on peut parler de façon assez légitime de problèmes de moteurs de recommandation pour l'e-commerce, par exemple, l'analyse de données de santé, puisqu'on a pas mal travaillé sur tout ce qui est des données métabolomiques, qui sont des données de toute façon qui posent un problème aussi dans le domaine du stockage. C'est-à-dire qu'on parle de big data, mais la plateforme big data, on n'en dispose pas encore. Récemment, on a gagné un projet d'investissement d'avenir, qu'on va partager avec le GNS et donc l'ENSAI en particulier. Donc c'est un projet que j'avais écrit il y a 2 ans, qui visait donc à mettre en place une plateforme sur laquelle on pourrait essayer les algorithmes qu'on développe. Et les étudiants, évidemment, pourront y accéder à horizon peut-être d'1 an ou 2 ans. En tout cas, le projet démarre simplement. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les mathématiques appliquées, ça n'a de sens que si on voit les applications des mathématiques.
Et donc, il faut promouvoir l'application de cas réels, mais ça pose un certain nombre de problèmes d'infrastructure en particulier aujourd'hui. Évidemment, on peut travailler sur des... C'est pas un nouveau métier, le traitement statistique de l'information, mais il y a un nouveau métier quand même qui est celui de data scientist, parce que voilà, les solutions statistiques, c'est des problèmes informatiques, et on demande aux gens aujourd'hui d'avoir plusieurs casquettes. Est-ce que dans vos écoles, il y a des démarches d'incubation? Est-ce qu'il y a des élèves qui, sortant de vos filières, décident de créer leur propre start-up ou même à l'échelle d'un projet universitaire, commencent à toucher du doigt la création de logiciels? Alors c'est vrai que à l'ENSAI, on a relativement peu à la sortie de l'école, hein, encore à ce jour. C'est plutôt au bout d'un certain nombre d'années, il y a des anciens élèves qui se lancent dans ces thématiques-là. Alors, juste pour revenir sur la question de départ, la question précédente, je crois qu'il faut bien distinguer le big data en tant que tel, donc les apports que ça a derrière, notamment en termes d'enseignement, en termes de nouvelles méthodologies, en termes de nouvelles méthodes, soit en informatique ou en statistique, et puis les outils numériques, ce que permet les nouveaux outils numériques aujourd'hui pour faire des enseignements. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ENSAI, sur ces questions de nouvelles méthodes d'enseignement, tout ce qui est MOOC et ce genre de choses, on est plus à une phase vraiment expérimentale, sachant que nous, une de nos particularités, c'est quand même d'avoir des enseignements qui sont professionnalisants, donc dans lesquels on essaie d'avoir du travail sur données réelles, donc c'est plutôt un travail ça, en présentiel. Donc pour le moment, on est vraiment sur des phases expérimentales de ce côté-là. On n'a pas lancé encore de nouvelles méthodes, de projets en termes d'enseignement. Par contre, ce qu'on essaie de faire, et ça on le fait avec l'ENSAE notamment, hein, avec le groupe des écoles nationales d'économie de statistique, on essaie un peu de valoriser ces nouveaux outils, ces nouvelles démarches. Donc là, on a inauguré très récemment un site, enfin un portail internet qui est Data Science, et qui a vocation justement un petit peu à promouvoir le métier de data scientist au travers de projets qui peuvent être proposés par des entreprises et qui font appel aux compétences de la communauté des data scientists. Donc ça, c'est un partenariat qui a été développé avec Bluestone, hein, qui est ici. Qui est partenaire sur l'événement et qui viendra en parler plus tard. Voilà, qui est un projet très intéressant dans ce domaine-là. Et qui suit la thématique de Kaggle, qui est une énorme réussite à l'échelle américaine, qui propose des projets d'origine professionnelle, mais à n'importe quelle communauté de data scientists, aussi bien des gens qui travaillent dans des laboratoires de recherche, des data scientists en entreprise ou des étudiants qui veulent se lancer dans l'aventure. On va plus parler maintenant du côté recrutement. Aujourd'hui, qui sont les acheteurs de ces profils-là? Comment se passe la démarche de recrutement? Qu'est-ce qu'ils recherchent en termes d'identification des clients, des étudiants et de sélection des étudiants? Quels sont les critères aujourd'hui pour être vu comme un bon data scientist, pour être sûr de décrocher un job? Chez SAS, concernant les clients et partenaires, en fait, la problématique est un peu liée à ce qu'on évoque déjà ici, et même illustré à travers un programme qui est le Spring Campus, qu'on peut déjà réfléchir sur ces profils à partir de 3 niveaux. La complexité du métier de data scientist repose sur le premier versant une culture technologique des environnements informatiques, que ce soit de l'architecture informatique, et selon le contexte d'entreprise, est-ce que vous êtes sur du grand compte ou de la PME ou sur de la donnée web, donc, qui vont justifier du cloud ou toute autre approche. Donc une première compréhension en fait du système d'information en fait, et sur lequel appliquer le deuxième volet qui va être l'analytique, donc au sens large, aller de la data vise jusqu'à des techniques de machine learning ou même de recherche opérationnelle, donc une autre connaissance très fine. Et enfin le dernier volet pour finir le triangle, une connaissance métier spécifique. Si on parle du secteur bancaire, le risque est un domaine très spécifique qui est conditionné aussi par une compréhension du système d'information, par une compréhension d'une série d'algorithmes spécifiques. On ne peut pas tous les utiliser dans le secteur bancaire pour des raisons réglementaires. Donc la complexité et la raréfaction en fait, de ces profils vient aussi des différentes sociétés qui recrutent par rapport à leurs problématiques, marketing risque. Vous êtes déjà dans ces sujets côté école, mais ces exigences sont de plus en plus poussées. La banque a connu ses réformes BAL 2, BAL 3, Solvency 2 pour l'assurance.
des problématiques liées à la data, des problématiques de politique publique. Donc le profil de data scientist devient quelque part le mouton à 5 pattes, impossible, parce que soyez à la fois architecte, expert en machine learning, en maths pure, et en même temps une connaissance métier. Moi, j'ai préféré garder un versant analytique. L'architecture, ce n'était pas mon métier. Je vois ça, moi, plus comme un travail d'équipe. Et à la limite, initier ces projets en mode collaboratif, comme vous le faites déjà dans les écoles et universités, c'est là où arrive désormais le véritable changement. Et je pense qu'aussi, ce que veulent désormais beaucoup d'entreprises, c'est ne plus raisonner en termes bureau d'études par rapport à la donnée. La révolution du big data, c'est que la donnée est désormais en production. Donc ça implique de nouveaux réflexes, donc cette culture technologique et scientifique assez poussée, du pragmatisme par rapport au business, et la capacité à savoir vraiment bosser en équipe. C'est là-dessus que j'insisterai, sur ces profils. Du côté d'Ensae, on a aussi, enfin, on est du même avis, hein, donc on ne peut pas former des élèves qui sont spécialistes d'absolument tous les aspects data science. Donc, on s'est centré sur notre cœur de métier. Donc, on ne forme pas des informaticiens, on forme plutôt des gens qui sont des statisticiens économistes. Et on a ajouté des cours d'informatique pour que les élèves puissent interagir au sein d'équipes avec des informaticiens sur les questions big data. Et on joue sur le fait que on compte sur le fait que les élèves aient une compréhension stratégique des enjeux grâce à toute leur formation d'économistes, qui leur permet d'avoir une culture de la modélisation d'un point de vue général, une modélisation des interactions entre agents, modélisation des comportements, et globalement donc de compréhension stratégique des enjeux liés au big data et au data science en général. Donc, la question c'était sur les profils, c'est ça. Donc effectivement, je partage l'avis que l'architecte big data, donc celui qui sera capable d'assembler toute une multitude de briques technologiques pour l'acquisition, le stockage, la gestion de données souvent peu structurées, c'est un métier en soi, assez différent du métier donc, dit de data scientist. Il n'est pas, à mon avis, non plus celui tout à fait de statisticien. J'avais évoqué donc le besoin de quelque chose de très opérationnel qui est demandé donc, par les entreprises, en tout cas celles avec lesquelles nous sommes en contact et celles qui participent au comité de perfectionnement des différentes formations qu'on propose. Donc quelqu'un qui saura trouver des solutions, alors parfois algorithmiques. Nous, on a quelques cours de statistiques, mais globalement, ce qu'on promeut, c'est plutôt une approche via du machine learning, donc qui est à l'interface entre les mathématiques et l'informatique, et qui vise à développer des algorithmes, souvent à des fins prédictives, permettant de traiter automatiquement les données, donc souvent des données massives. Donc ça se distingue effectivement du travail d'actuaires ou de statisticiens économistes qui repose beaucoup sur un pré-traitement des données, une expertise dans la modélisation, souvent des techniques paramétriques ou semi-paramétriques, qui est la tradition dans ce domaine-là. Mais même dans le domaine de la banque ou de la finance, les approches historiques reviennent largement sur le devant de la scène. Et des fonds de gestion, par exemple, recrutent massivement des gens qui travaillaient avant dans les équipes d'e-commerce, simplement pour arbitrer sur les marchés. Donc voilà, je pense que là où la vague de recrutement s'annonce la plus massive, c'est ce qu'on appelle le data scientist, quelqu'un qui soit quand même assez polyvalent, qui ne sera pas l'architecte, qui ne sera pas non plus le chief data officer, mais qui sera un peu la cheville ouvrière du traitement et de la valorisation des données. À partir de là, on a aussi besoin de beaucoup de formation continue peut-être pour permettre à des cadres, des techniciens, des chefs de projet de comprendre effectivement l'écosystème des données aujourd'hui. On ne peut plus séparer la question de l'acquisition, de la gestion parfois coûteuse, des usages et de la valeur qu'on peut donner. Donc voilà, on a besoin aussi de formations qui soient très pluridisciplinaires. Et puis, c'est le sens de l'histoire. Si vous regardez par exemple ce que Columbia vient de proposer avec
son institut pour la science des données, pour la science et l'ingénierie des données. C'est un institut où vous trouverez des informaticiens, des mathématiciens, des sociologues, des économistes, des gens experts dans plus ou moins tel type de données. Et donc il faudra là s'affranchir des contraintes disciplinaires. Alors, il se trouve qu'il y a une mauvaise représentation des écoles qui sont ici parce qu'on est en partenariat avec plus de 50 formations qui sont venues à DataJob envoyer des étudiants pour venir écouter les conférences, les ateliers et rencontrer les sociétés qui recrutent. En réalité, vous êtes tous représentants de formations qui sont plutôt ingénieurs. Il existe aussi les formations de type informatique. Alors, quelle est la dose de code que doit maîtriser aujourd'hui un data scientist lorsqu'il rentre dans votre formation et quel est son niveau lorsqu'il sort de votre formation? Et du côté de chez IBM, qu'est-ce que vous recherchez le plus chez un data scientist? Est-ce que c'est sa capacité à modéliser statistiquement des problèmes d'ordre client ou est-ce qu'il faut qu'il ait aussi la capacité à coder? Alors pour répondre pour IBM, vous savez qu'IBM, c'est pas qu'une société qui fabrique du hardware, du software, mais qui a aussi des labs importants. Il y a un grand nombre de mathématiciens qui travaillent chez IBM. Donc pour moi, le data scientist, c'est comme le médecin. Comme dans la médecine, il y a plusieurs spécialités. Il y a des médecins généralistes. Il y a un socle de base. Hein. Forcément, il faut avoir quand même des connaissances techniques, informatiques. Puis il y a des gens qui vont faire du code. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire que le métier de développeur, c'est un métier qui revient en force. Donc, des gens qui vont développer, qui vont être capables de comprendre les technologies, à la fois du stream computing par exemple, ou des technologies autour d'Hadoop pour optimiser du MapReduce, transposer en fait des problématiques qui sont des algorithmiques métiers en code machine ou en code exploitable. Et puis des algorithmiciens qui vont être plus à la recherche de nouveaux algorithmes ou d'implémentation de nouveaux algorithmes, etc. Donc il n'y a pas vraiment un portrait du data scientist qui est vraiment défini. En gros, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes. Et nous, chez IBM, en fait, on a des gens qui font ça en tant que chercheurs. Il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent là-dessus. Et puis, je parlerai pour la filiale française. Moi, j'ai un profil de scientifique au départ, mais j'ai fait du data mining, j'ai fait du machine learning. Aujourd'hui, je fais de l'architecture de système. Je travaille avec des industriels sur des problématiques à la fois sur l'acquisition, comment récupérer l'information. Donc il y a des phénomènes physiques aussi pour récupérer l'information. Il y a le traitement de l'information, l'acquisition. Et ensuite, une chose importante qui me paraît essentielle, c'est la véracité de l'information. Donc les données qu'on récupère, comment être sûr qu'elles soient bonnes. Il y a tout un tas de méthodologies autour de ça. Et puis ensuite, l'exploitation. Donc exploitation en streaming, être capable d'exécuter des modèles qu'on a prédéterminés dans le flux de la donnée. Et puis exploitation sur des horizons statistiques plus larges, stockage, et puis ensuite exploitation afin de trouver des patterns. Donc on a ce genre de problématiques. Donc des personnes qui ont ces compétences-là, forcément, elles vont être nous intéresser, c'est clair. Bon, pour répondre à la question sur la programmation, je dirais que pour suivre les formations, il faut quand même avoir un background en algorithmique. À mon avis, c'est un peu essentiel de savoir au moins coder dans un langage. Mais l'essentiel de la formation ne vise pas à produire du code, même si nous, enseignants-chercheurs, évidemment, on en produit. Aujourd'hui, il y a un besoin il faut que la recherche soit reproductible. Donc, évidemment, on met en ligne la plupart du temps les algorithmes qu'on développe, qu'on promeut au travers de nos recherches. Par exemple, je sais qu'ici, il y a Scikit-learn, mais donc le dernier sprint cet été a eu lieu à Télécom High-Tech. Donc, l'essentiel de l'enseignement, ce n'est pas de développer du code. On leur apprend surtout à exploiter des solutions existantes, en particulier des routines, parce que si on devait leur faire recoder, je ne sais pas, ne serait-ce que des supports de vector machines, ça prendrait énormément de temps et le code ne serait pas du tout optimum. Hein. Il y a tout un tas de librairies qui nous servent de support pour les cours.
On va mettre l'accent beaucoup plus sur la méthodologie, sur la compréhension de ce que réalise l'algorithme, du cadre de validité. De faire attention, c'est qu'effectivement aujourd'hui on va traiter des données qui ne sont pas du tout collectées via un plan d'expérience. Il s'agit d'être aussi critique, de comprendre ce qu'on fait. Donc voilà, il ne s'agit pas, c'est pas une formation où on va taper des kilomètres de code tous les jours. L'essentiel c'est plutôt de comprendre, de faire un usage du code existant ou savoir l'adapter de façon intelligente. Alors, au niveau de l'ENSAI, donc, sur une formation en 3 ans, nous, donc, ce qu'on essaie de leur donner, c'est sur les 2 premières années, donc ces compétences un petit peu statistiques et informatiques, avec en informatique plutôt des... Il faut effectivement qu'ils savent programmer, hein, ça paraît, c'est indispensable, avec des choses autour de la conception d'applications, du développement de logiciels, des choses autour du stockage de données. Donc ça va être pour la partie informatique. Et puis donc la 3e année avec les filières de spécialisation, là ça va être beaucoup plus développer les connaissances métiers. Donc pour certaines spécialisations, ça veut dire aller plus loin côté informatique, notamment sur les techniques de parallélisation de serveurs, ce genre de choses, Adobe, etc. Mais c'est de l'approfondissement dans nos filières de 3e année. Nous non plus, l'informatique n'est pas... Enfin, le cœur de métier pour l'ENSAE, encore moins d'ailleurs que pour l'ENSAI. Pour autant, les élèves ont un certain nombre de cours d'informatique au cours de leur scolarité. Ils doivent savoir programmer au moins un minimum dans au moins un langage. Ensuite, ce qui se passe plutôt, c'est qu'il y a un usage très intensif de l'outil informatique et donc les logiciels statistiques sont abordés sous l'angle des routines avec du script, donc de telle sorte que les élèves tapent des petits programmes qui utilisent des routines. C'est-à-dire qu'on n'a pas une approche où on prend un logiciel et on clique sur des boutons, comme ça peut être fait avec Excel, par exemple. Donc il y a un usage intensif de l'outil informatique sans pour autant qu'on puisse dire que les élèves soient des informaticiens. Aujourd'hui, pour les personnes qui sont avec nous dans cette conférence, qui nous verront sur les différentes vidéos, mais qui ne sont pas dans vos formations, qu'est-ce que vous recommandez pour compléter la formation, on va dire, de type générique ingénieur, pour pouvoir s'orienter vers une carrière de data scientist, en sachant qu'on peut aussi s'adresser à des personnes qui sont déjà en place et qui ont déjà un job et qui aimeraient se reconvertir vers ces métiers-là? Je peux juste leur proposer de s'inscrire à Télécom Paris Tech. Dès lors qu'ils ont le niveau Master 2, ils peuvent candidater au Master spécialisé. Et voilà, s'il y a besoin de compléter simplement le certificat, en tout cas en sciences des données, qui a une couverture beaucoup moins large thématiquement que le Master spécialisé, peut permettre de monter un peu en compétences. Ouais, je veux dire, on a essayé de concevoir une formation qui répond aux besoins, en tout cas tels que nous on les perçoit et tels qu'ils nous ont été expliqués par un certain nombre d'entreprises avec lesquelles on discute des programmes. Après, je pense qu'il y a plein d'autres façons. La plupart des data scientists aujourd'hui, je pense qu'ils se sont faits un peu tout seuls par des lectures. Il y a aussi effectivement tout un tas de cours en ligne. Mon collègue Andrew Ng de Stanford avait monté donc Coursera. Il y a tout un tas de ressources. L'idée de la formation de data scientist, c'est d'essayer de systématiser, de leur faire gagner un petit peu de temps et aussi de les mettre un peu rapidement au niveau de l'état de l'art. Parce que s'il y a quelque chose de remarquable dans le phénomène, c'est qu'aujourd'hui, les problèmes qui sont posés par les données, la nécessité de les traiter souvent en quasi temps réel, de façon en ligne, souvent à partir d'une information qui est distribuée, qui peut rarement être centralisée dans un même fichier et faire tourner des algorithmes dans ce cadre-là, c'est complexe, même à calculer une moyenne quand les données ne sont pas centralisées, ça peut déjà être un challenge algorithmique, encore plus optimiser une fonction d'objectif. Il y a la nature des données qu'on est amené à traiter, donc j'ai parlé de texte, mais ça peut être aussi des données liées à des graphes ou des réseaux sociaux.
plus évoluant dans le temps, donc il y a l'aspect aussi série temporelle. Donc tout ça, c'est des techniques qui correspondent, enfin des problèmes qui correspondent encore à des problèmes ouverts en recherche. Il n'y a pas de solution ultime prête à l'emploi pour... ça demande d'être capable de lire des articles de recherche. Et ce qu'on peut attendre d'une formation aussi, c'est de leur permettre d'évoluer. C'est-à-dire que l'enseignement qu'on fait aujourd'hui autour de la data science et des big data, ce ne sera pas le même dans 5 ans, ça c'est certain. Et donc il faut aider aux gens finalement, les gens, les futurs experts à acquérir cette démarche scientifique et d'être capable de se mettre au goût du jour au fur et à mesure que la recherche progresse. Pour l'ENSAI, l'ENSAI donc, a une procédure de validation des acquis de l'expérience, une procédure de VAE, donc, qui peut permettre pour des personnes qui sont des professionnels de ces domaines de faire valoir l'expérience qu'ils ont pu acquérir en ayant le diplôme de l'ENSAI par cette voie-là, donc le diplôme d'ingénieur. Sinon, pour des formations plus ponctuelles, pour le coup, on a un centre de formation continue au niveau du groupe des écoles nationales d'économie et de statistique, qui est le CEP, donc le Centre d'études et de prospective économique, donc qui a un catalogue de formations qui couvre très largement toutes les formations statistiques, un peu moins informatiques, mais qui couvre très largement une palette de formations sur la dimension statistique. Dont une bonne partie des cours de 3e année de l'ENSAE. Et sinon, moi je fais aussi la publicité pour notre master spécialisé. Et puis donc c'est pareil, il faut avoir le niveau au moins M2. Et pour les élèves qui sont de niveau au moins M1, vous pouvez candidater à l'admission sur titre à l'ENSAE. Dans ce cas-là, c'est une formation de 2 ans qui délivre le titre d'ingénieur. Je prendrai l'exemple concernant SAS aussi d'une vraie collaboration entre le monde de l'enseignement supérieur et celui du secteur privé, qui est une collaboration que nous avons avec le master ESA d'Orléans, en fait, qui repose aussi sur une histoire d'homme, tout simplement pour aller expliquer à certains économètres que dans la vraie vie, en fait, côté industrie, tel modèle, c'est pas possible, ou on fait pas comme ça, ou nous avons une autre approche technologique, et sur lequel ce discours a été vraiment entendu. Et on a pu vraiment travailler ensemble dès le jour 0, en fait, à reconcevoir ensemble un programme, en fait, dès le premier jour à partir de la donnée. Donc on est bien dans un cursus d'économètre et de statisticien cette fois-ci, mais de toute façon à identifier les problématiques liées à la donnée. On n'en fait pas des architectes, mais ils vont avoir besoin de travailler avec ces architectes et d'évoluer progressivement à travers la stat, même certaines interfaces graphiques, pour aussi également sortir aussi de la vision purement code et aller vers des choses de l'interprétation beaucoup plus poussée. Et le succès étant de cette collaboration main dans la main assez révélatrice, puisque beaucoup de nos entreprises clients et partenaires sont très demandeuses sur des sujets spécifiques liés à l'économétrie et aux stats appliquées dans le secteur bancaire et assurance. Une question qui brûle les lèvres de beaucoup de participants, et c'était clairement la question avec laquelle je avais envie de conclure cette table ronde. Aujourd'hui, combien gagne un data scientist pour son premier job, et quel est son plan de carrière quand il arrive dans une société? Chez SAS, après la première opération Spring Campus, un étudiant jeune diplômé universitaire a été embauché à 47K. C'est le meilleur, mais en moyenne. Est-ce que la moyenne est un bon indicateur? On va faire data sur les data scientists aujourd'hui. Non, mais plus compléter sur à la fois le niveau de salaire à l'entrée et aussi le plan de carrière. Quel est habituellement l'évolution? Enfin, c'est difficile d'avoir du recul là-dessus, mais est-ce que vous sentez que la raréfaction de ces profils, enfin la rareté de ces profils, fait qu'il y a des effets d'aubaine, des attitudes de mercenaires, de gens qui prennent des postes différents tous les ans pour voir une augmentation? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui sur le marché? Alors, ce qu'on constate au niveau de l'école, c'est que depuis quelques années, on sent ce besoin de compétences au niveau du marché. Donc ça se traduit évidemment par des embauches qui se font sans difficulté à la sortie de l'école. Aujourd'hui, on a des taux d'emploi remarquables par rapport à d'autres écoles.
Notamment, il y a un bon nombre de nos étudiants, qui ça doit être de l'ordre de 60%, qui sont embauchés avant même d'avoir fini leur stage. Donc avant même d'être sortis de l'école, ils sont déjà embauchés. Et puis cet effet, on le mesure également à la sortie au niveau des salaires à la sortie de l'école, donc au premier emploi, où on a une augmentation depuis plusieurs années. On n'a pas eu d'effet crise sur les salaires moyens à la sortie de l'école, avec des salaires qui sont de l'ordre de 35-40 000 euros par an, pour donner un chiffre, et qui sont 10% supérieurs à la moyenne des écoles d'ingénieurs. Donc ce besoin, on le ressent très concrètement au sein de l'école. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que ça dépend très étroitement du secteur considéré. Si vous considérez le domaine de l'e-commerce, où véritablement c'est une compétence très stratégique, la data science, vous pouvez trouver des salaires qui sont comparables à ceux qui étaient proposés dans la finance encore il y a quelques années pour des jeunes ingénieurs ou des jeunes diplômés rodés aux techniques de pricing, des dérivés ou ce genre de choses. Dans tout un tas d'autres domaines, tout ce qui est l'exploitation des données, le big data, ce n'est pas encore véritablement un big business. Donc, il y a un certain nombre de profils qui sont rares. Le Chief Data Officer, celui qui aura une vision stratégique qui pourra lier le business de la boîte et l'IT, qui pourra amener cette conduite au changement. Peut-être qu'effectivement, c'est un profil qui correspond à des salaires plus que confortables, et il y a assez peu d'expertise dans ce domaine-là, donc la concurrence va jouer à fond. Mais dans le domaine de data scientist, je ne peux pas encore, je serais incapable de vous dire exactement, de vous promettre quoi que ce soit. Je pense que ça dépend énormément du secteur d'activité. Pour tout un tas de secteurs, les gens pressentent. Moi, j'étais invité à réfléchir dans pas mal de comités exécutifs. Les gens pressentent que ça va transformer considérablement leur activité, qu'il va falloir l'organiser complètement différemment. Avant, c'était en silo, la DSI récupérait les données, mais globalement, les choses n'étaient pas véritablement mutualisées. Donc aujourd'hui, c'est une phase un peu où on réfléchit. Et on essaye de pressentir simplement le rôle que va jouer la data science, mais ce n'est pas encore tout à fait là. Donc, voilà, on n'a pas encore de recul pour parler des carrières. PM, on a envie d'avoir un chiffre qui vient du marché directement. Je ne donnerai pas de chiffres sur les salaires. C'est quelque chose. Non, ce que je peux dire, c'est que globalement, quelqu'un qui a un profil de data scientist ou qui rentre comme data scientist, c'est essentiellement lié à ce qu'il va faire, mais j'aurais tendance à dire que ça se verra, parce que si c'est quelque chose de stratégique et qu'il réussit bien dans son métier, il aura sans doute des opportunités importantes, à mon avis supérieures à celles de quelqu'un qui aurait une carrière plus classique. Donc je ne ferai pas de prévision, parce que j'ai absolument aucune idée de ce que ça peut donner, mais je pense que ça se revend bien, en tout cas. À partir du moment où on travaille sur des problématiques complexes et sur lesquelles on a finalement, de façon factuelle, réussi un certain nombre de choses, c'est quelque chose qui derrière se monétisera forcément et amènera sans doute à des perspectives de carrière de bonne aloi. Côté NCE, on n'a pas beaucoup de recul. C'est quand même des métiers qui sont des postes qui sont assez récents. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit des anciens qui étaient dans la finance de marché, qui gagnaient très bien leur vie et qui se réorientent vers la data science. Donc sans doute parce que il y a des aspects créativité et un profil de carrière qui les intéresse plus. Ils se retrouvent sans doute plus dans ces métiers-là. Mais j'imagine qu'ils n'ont pas non plus abandonné une part trop importante de leur salaire. Donc on en déduit que les salaires doivent être élevés. Alors moi personnellement, excuse-moi, je dirais juste quelque chose qui est important, qui est si on choisit ce métier-là, il faut quand même avoir aussi un peu envie de faire de l'expérimentation. Donc il y a aussi quelque chose d'intéressant, de motivant à se dire qu'on va peut-être trouver des choses dans les données, etc. Donc il y a aussi un côté, on choisit pas toujours, on choisit pour l'argent bien évidemment, parce que c'est un métier, on est professionnel, mais on choisit aussi pour le plaisir de faire un métier. Et donc c'est vrai que c'est un métier dans l'informatique et à côté de l'informatique qui est intéressant en soi.
De manière générale, c'est aussi l'occasion pour tous les passionnés qui se sont investis dans leur école ou université, dans des cursus scientifiques, de revenir à leurs premières amours. Parce qu'une des frustrations qu'on peut avoir dans l'entreprise, ok, on va dans la finance, on gagne très bien sa vie, mais on a aussi nos amours de jeunesse et on aime y revenir, soit vers la technologie, vers la science. Et je crois que le big data est vraiment cette occasion en fait, de renouer avec la science ou de revaloriser de manière plus générale les métiers scientifiques. Après, pour aussi la question des salaires, il y a aussi un élément qui a mis le feu aux poudres il y a 2 ans, la fameuse étude McKinsey sur le data scientist, où on annonçait des salaires de 400 000 dollars annuels. Donc, ce qui m'a permis d'aller voir ma DRH et de reposer certains éléments. Mais je n'y suis pas encore sur ces sujets. Mais ça a eu tendance à mettre le feu aux poudres sur ces métiers. Et la tendance aussi intéressante sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, on a vu beaucoup de profils BI, tout le monde rebaptisé data scientist du jour au lendemain. Donc c'est assez étonnant et parfois aussi dangereux sur ce qui peut nous arriver en termes de salaire. Merci beaucoup, merci à tous.